Portrait de Marcel Proust. Quel portrait pourrait-on brosser maintenant de Proust? Proust l'homme, le romancier dans l'homme, l'homme dans le romancier. Si nous cherchons à préciser une silhouette à la fois infiniment présente et tout à fait évanescente, que pourrions-nous donc bien en dire? On a tendance à penser de nos jours, de la Chine jusqu'aux États-Unis, que Marcel Proust est le plus grand écrivain du XXe siècle. Son œuvre échappe à la fois aux frontières du pays qu'il a vu naître, mais aussi de sa propre langue, traduit qu'il est dans les langues les plus différentes du français, du globe, comme le chinois, le japonais, et souvent... D'ailleurs, cette œuvre a fait l'objet de plusieurs traductions dans ces pays, pour ne pas parler bien sûr de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Italie, de l'Allemagne, qui l'ont également traduit plusieurs fois. Il faut se demander pourquoi un homme qui, somme toute, paraissait assez normal, et que même ses contemporains avaient tendance à dédaigner, à moquer, ou ses éditeurs à refuser d'abord, a pu conquérir cette place dans nos mémoires, dans notre goût, dans notre vie. Si nous tentons d'abord de résumer ce que nous pouvons savoir d'important de son existence, au début, Marcel Proust, qui est né en 1871 à Paris, avait eu une vie sans histoire. Son père était médecin d'abord, puis grand médecin ensuite, Adrien Proust, né lui-même d'ailleurs dans une famille très modeste d'épiciers d'Illiers près de Chartres en Eure-et-Loire, et a fait ses études comme boursier, et il est devenu finalement médecin des hôpitaux, professeur à la faculté de médecine. Il s'est hissé au sommet de sa carrière et il a publié, d'ailleurs, il faut le noter, 20 volumes au moins, sans compter ses articles. Si bien que le jeune Proust a toujours vécu au milieu des livres, d'autant que sa mère, qui elle était issue d'une bourgeoisie d'origine juive, mais tout à fait incroyante, l'éveille, famille d'abord de porcelainiers venus de Saxe, au début du XIXe siècle, et puis de financiers, d'agents de change. Sa mère était d'une haute culture littéraire et en même temps musicale. Elle jouait du piano et on peut penser que le goût de la musique a d'abord été transmis à l'enfant par sa mère, comme c'est le cas, ou c'était le cas autrefois, dans de nombreuses familles. Le petit enfant est mis dans une école privée de son quartier, puis au petit lycée Condorcet, et tout se passerait tout à fait normalement si à 9 ans, il n'avait, au cours d'une promenade aux Champs-Élysées, fait l'objet d'une première crise d'asthme. Voilà donc une enfance bouleversée par la maladie. L'asthme est une maladie chronique, probablement inguérissable, même maintenant, et qui, à l'époque, faisait de nombreuses victimes par an. Maladie allergique, et c'est probablement une allergie à des pollens que ressent brutalement Marcel Proust avant l'invention de la cortisone. C'était une chose très dangereuse et c'est presque inanimé que son père affolé, ce jour-là, le ramène à la maison. Cette crise, disons-le en passant, n'est nullement racontée par Proust dans son œuvre. Il devra donc toute sa vie composer de plus en plus difficilement d'ailleurs avec cette maladie. Ça n'empêche pas de faire d'assez brillantes études. Ses notes de classe, d'ailleurs, ne montrent aucune appréciation tendant au génie de la part des professeurs. C'était un bon élève normal. Simplement, il est extraordinairement souvent absent. Et pendant ses absences, nul doute qu'il ne perfectionne sa culture. Il lit beaucoup dès son jeune âge, des ouvrages d'adultes d'ailleurs,
Il illustrera cela en le résumant dans la lecture de François Le Champy Du côté de chez Swann, mais il a lu bien d'autres auteurs enfants que George Sand. Cette composante de la maladie va connaître une rémission lorsque Marcel Proust atteint l'âge du baccalauréat. Son père souhaite d'ailleurs non pas le voir à la maison, mais qu'il embrasse une profession. Et Marcel Proust, très gentiment, fait toutes les études qu'on veut, et toujours très bien. Il fait une licence de philosophie, il fait une licence de droit, il passe une année à l'école libre de sciences politiques. À l'époque, le diplôme de Sciences Po, qui s'adressait d'ailleurs à 4 ou 5 élèves par an, on a peine à le croire maintenant, se donnait presque en un an. Au bout de donc 2 ou 3 ans, Marcel Proust est archidiplômé, mais ne veut toujours pas faire carrière parce que sa carrière, c'est celle d'écrivain, ce que son père admettra difficilement. Cependant, pour lui faire plaisir, Marcel Proust accepte un emploi d'attaché non rémunéré à la bibliothèque Mazarine. Il y va un peu souvent et très vite, il donne des certificats médicaux, les livres et leurs poussières le font en effet avoir des crises. Donc cet attaché non rémunéré reste à la maison jusqu'au jour où il est mis définitivement en congé. C'est son seul effort pour exercer une profession. Il ne veut pas être diplomate, il ne veut pas être professeur, bien qu'il ait écrit un jour à sa mère qu'il aurait fait un excellent professeur de seconde. Et il ne veut pas non plus, bien sûr, être médecin ou toute autre profession qu'exerçait la bourgeoisie en ce temps-là. Il veut être écrivain et il l'est déjà. Dès la fin de son lycée, on le voit écrire des articles qui sont maintenant recueillis en volume dans des revues de lycéens qui s'appelaient la revue Lila ou la revue Bleue, avant d'écrire dans la célèbre revue Blanche, qui était la grande revue du mouvement impressionniste et symboliste des années 1890, où Mallarmé, par exemple, écrivait, et auquel des peintres comme Bonnard ou Vallotton donnaient à chaque livraison une estampe. Et puis, il écrit aussi dans d'autres petits journaux. Nous ne les connaissons peut-être même pas tous maintenant. C'est par hasard qu'il y a quelques années, un érudit collectionneur a redécouvert une année d'une revue qui s'appelle Le Mensuel, où on découvre que Marcel Proust, qui a à l'époque 18-19 ans, écrit à peu près tout. Des chroniques mondaines, des chroniques de mode, des chroniques de music-hall, surtout. On voit qu'il est assidu au spectacle des grands chanteurs du temps que sont Mayol, qu'il admirera toute sa vie, Fraxon, Yvette Guilbert, etc. Et ces allusions musicales figurent d'ailleurs à la recherche du temps perdu. Et d'autre part, il songe à réunir ses premiers textes en un volume, son premier livre, qui paraîtra en 1896 et qui s'appelle, par un titre inspiré des travaux et des jours d'Hésiode, « Les plaisirs et les jours ». Par peur qu'on ne vende pas son livre, il demande à Anatole France, le plus célèbre écrivain de l'époque, membre de l'Académie française et modèle de tout le monde par son sens de la langue, de l'ironie, de l'élégance. Il apparaît comme le grand héritier de notre civilisation classique. Et d'autre part, des illustrations à un peintre, Madeleine Lemaire, qu'on redécouvre maintenant, qui a une œuvre très diverse, une œuvre de peintre mondain et de portraitiste. Elle était d'ailleurs elle-même l'hôtesse d'un salon littéraire et artistique qui inspirera celui de Madame Verdurin à Marcel Proust. Madeleine Lemaire est aussi auteure de tableaux religieux, de scènes de bataille. Elle pouvait tout faire. C'était une artiste extrêmement douée, certainement pas d'ailleurs aussi novatrice bien sûr que les grands impressionnistes qu'elle ignore apparemment. Et donc elle est très prête à illustrer des scènes mondaines ou psychologiques comme en comporte le livre Les plaisirs et les jours. Et d'ailleurs, parmi ces illustrations, on voit un portrait de Proust et un portrait de Madeleine Lemaire. Les plaisirs et les jours
vendent à peu près 280 exemplaires sur 1500, et encore, se vendent est un mot excessif, car c'est plutôt les cadeaux, les services de presse que Proust fait très généreusement, qui contribuent à dégarnir le stock de l'éditeur, qui beaucoup plus tard, vers 1920, informera Proust qu'il peut reprendre, s'il le veut, l'ensemble des invendus de son œuvre. Et Proust, à l'époque, est très connu. Et ce livre, tel qu'il est un beau livre qui est très recherché maintenant des bibliophiles, s'il ne l'a pas été au début des lecteurs. Aussitôt après, Marcel Proust, évidemment, pense qu'il doit écrire un roman. Nous sommes dans cette fin du XIXe siècle, à un moment où, quelle que soit l'importance de la poésie, elle n'est peut-être plus le grand genre, le genre absolu, le genre suprême, détrônée qu'elle est par le roman. Il faut être romancier comme Balzac, comme Stendhal, comme Zola, comme Flaubert, dans un pays très riche de traditions romanesques. Peut-être un peu moins que l'Angleterre, très cher à Proust, mais tout de même une tradition qui remonte aux romans médiévaux. Donc, Proust commence un roman auquel il ne donne pas de titre. D'ailleurs, on l'a appelé, quand on l'a publié en 1952, de manière posthume, Jean Santeuil. C'est en effet la première idée qu'a Proust d'un livre autobiographique dont il serait le personnage principal mais transformé, c'est-à-dire que ce personnage serait différent de lui, bien sûr, par le nom, par l'usage de la personne. Il ne dit pas « je », mais l'auteur le présente comme un « il », une troisième personne. Il n'est pas asthmatique et il n'est pas non plus, nous en reparlerons, homosexuel. Il est amoureux de jeunes femmes, même si dans ce roman, il a aussi un grand ami de cœur qui s'appelle dans le roman Bertrand de Réveillon et dans la réalité Reynaldo Hahn. Car après plusieurs tentatives au lycée, en général vouées à l'échec, autant qu'on sache, auprès de ses camarades masculins, Proust tombe amoureux d'un compositeur qui a quelques années de moins que lui, français mais d'origine vénézuélienne, et avant le Venezuela d'origine allemande, Reynaldo Hahn, qui est la coqueluche des salons. Il est beaucoup plus connu que Proust à l'époque. Toutes ces mélodies, dont le célèbre « Si mes vers avaient des ailes comme l'oiseau », font le tour des soirées mondaines et qui se préparent à composer bientôt des opérettes, des opéras, plus tard le concerto, des symphonies, de la musique de chambre, à faire des conférences, à écrire des livres qui seront publiés comme par exemple le très beau livre du chant, qui est le résultat de conférences qu'il donnait en chantant lui-même, en s'accompagnant en piano et bien sûr en parlant sur le chant, ou bien l'oreille au guet, et il tient un énorme journal qu'il publie malheureusement en fragments seulement vers 1930 sous le titre Note, journal d'un musicien. Reynaldo Hahn a tous les talents, il a beaucoup de charme, c'est en même temps un grand mélancolique, et Proust s'attache à l'amuser, à le faire rire. Leurs lettres, nous connaissons malheureusement plutôt et surtout seulement les lettres de Proust à Reynaldo Hahn. Les autres ont disparu ou sont chez des collectionneurs qui ne les montrent pas. Les lettres de Proust sont d'une extraordinaire drôlerie, en partie parce que il cherche à amuser son ami mélancolique et à lui faire des dessins, plus de 100, qui illustreront ses lettres. C'est un style à la fois très maladroit et très drôle et très instructif que celui des dessins de Proust qui ont été publiés plusieurs fois, notamment une fois par Philippe Solers. Donc, voici Proust vivant cet amour avec Reynaldo Hahn qu'il met dans Jean Santeuil. Mais il n'y a pas que cela, parce que Proust ne reste pas amoureux très longtemps. Il le dira un jour à Lucien Daudet, avec moi,
les choses ne durent jamais que 18 mois. Et on voit apparaître, sous un autre nom que celui de Bertrand de Réveillon, le jeune Lucien Daudet, fils d'Alphonse, qui supplantera dans Les Amours de Proust Reynald Owen. L'important, c'est Jean Santeuil. C'est pendant 4 ans que Proust y travaille. Ce roman a à peu près 1000 pages, c'est au moins son format quand il a été publié dans la collection blanche chez Gallimard en 1952 par Bernard de Fallois, qui avait redécouvert le manuscrit. C'est donc assez long, mais c'est abandonné. Proust n'arrive pas, pour les raisons qu'il n'expose jamais, ni à conclure le livre, ni à lui donner une véritable structure, ni à l'organiser, ni même probablement à montrer ce qu'il voudrait tant montrer déjà, et qu'on voit dans la fin du livre qui est consacré à la vieillesse des parents du héros, qui est le passage du temps. Thème qu'on voit aussi d'ailleurs un peu dans Les plaisirs et les jours. Donc il l'abandonne froidement, probablement tristement, ne songera jamais à le publier. Simplement, on voit qu'au moment où il rédigera 15 ans plus tard La recherche du temps perdu, il rouvre parfois son manuscrit et en reprend moins des pages entières que des idées, notamment celle de la fameuse sonate dont nous reparlerons et qui est la sonate de Saint-Saëns pour piano et violon dans Jean Santeuil, qui est nommée comme telle. On sent qu'abandonnant ce livre, Proust ressent un grand choc, une sorte de blessure, de traumatisme. Il ne le dit pas, mais on le voit, et c'est pourquoi, assez étrangement, il se tourne vers la traduction de l'anglais. Étrangement, parce qu'il ne sait pas l'anglais. Il a appris l'allemand au lycée, comme beaucoup d'élèves qui apprenaient la langue de l'ancien adversaire, l'Allemagne, pour mieux préparer la revanche, qui ne tardera pas trop d'ailleurs, hélas. Et donc, sachant l'allemand et ne sachant pas l'anglais, c'est pourtant un auteur anglais qu'il veut traduire. Il s'agit de John Ruskin, qui est, à l'époque, considéré par beaucoup comme une sorte de génie. Ruskin, qui ne dit peut-être pas grand-chose à certains Français maintenant, même à certains Anglais d'ailleurs, était à la fois un aquarelliste de talent, un grand collectionneur, un professeur à l'université d'Oxford, un critique d'art, le grand découvreur ou redécouvreur d'un peintre de génie qui est à l'origine de l'impressionnisme, origine parce que très antérieure, et qui est Turner, auquel on a consacré maintenant 2 ou 3 grands musées. Et puis... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.